Donc, nous allons commencer ce moment d'échange et de partage autour de la phobie scolaire. Petite introduction au préalable, puisque c'est une conférence qui est organisée dans le cadre de l'association Coopérer pour l'autre lycée. Donc, je répète, je sais qu'on commence à avoir des gens qui sont là et qui reviennent de façon régulière. Donc, vous allez encore entendre voilà, un propos introductif. Mais ce qui est très, très étonnant, c'est qu'il y a toujours des nouvelles personnes. Et ça, c'est plutôt intéressant, plutôt chouette. Donc, l'association Coopérer pour l'autre lycée a le plaisir de vous accueillir donc, ce vendredi matin dans cet amphi mis à disposition par le lycée Descartes. Donc, je remercie le chef d'établissement qui nous accueille pour toutes nos conférences. C'est vrai que c'est quand même un soutien logistique important. Nous sommes également soutenus financièrement par la Fondation de France et la CASDEN. Voilà. Donc je rappelle brièvement les objectifs de l'association qui a deux axes, en direction des jeunes et en direction des professionnels et du territoire. Donc en direction des jeunes, nous souhaiterions créer un micro-lycée public au sein à Tours, pour les jeunes en difficulté, les plus en difficulté, tous ceux qui n'arrivent pas à se conformer ou qui ne trouvent pas leur compte dans le système régulier, comme disent les Québécois, le système classique, et pour lesquels il y aurait besoin d'une prise en charge un petit peu différente. Voilà, on y travaille. Il s'agirait donc d'un lycée que nous souhaitons coopératif, citoyen, émancipateur, un lycée exigeant dans la pédagogie au profit d'une transmission des savoirs, mais qui n'oublie pas l'équilibre psychique. Un lycée qui ne serait pas un soin-études, mais qui prend soin. Bon, voilà, on y travaille, je n'insiste pas. En direction des jeunes, il y a aussi un déploiement et des expérimentations au sein des classes pour essaimer les pratiques institutionnelles, les pédagogies institutionnelles, parce qu'on trouve que c'est un levier qui est assez intéressant pour relier le collectif, enfin l'individuel et le collectif. Voilà. En direction des professionnels, voilà, vous tous qui êtes réunis, des professionnels et du territoire, eh bien, on a pensé l'association comme un tiers-lieu éducatif autour des pratiques institutionnelles. C'est pour ça que ce n'est pas qu'une histoire d'enseignants, mais c'est aussi voilà, tout professionnel qui souhaite penser un peu les choses dans le registre des pratiques institutionnelles, c'est-à-dire tout professionnel qui accueille des groupes, c'est-à-dire à peu près, je pense, 95% de nous, voilà, de toutes les personnes qui sont là, peuvent tout à fait trouver leur compte dans les pratiques institutionnelles. Donc nous animons un pôle ressources qui a une bibliothèque de travail. On a à peu près 400 titres au niveau de la bibliothèque, une bibliothèque qui est hébergée au lycée Descartes dans l'annexe Zola. Nous avons des formations en pédagogie institutionnelle. Là, je vous ai mis une formation pendant les vacances. Il nous reste quelques places si ça intéresse quelques personnes. Il faut faire l'onglet contact. Tout est pris en charge, voilà, 25 €, c'est tout. C'est animé par des chercheurs. Nous organisons des colloques, des conférences. Le but, c'est de partager avec le plus grand nombre une certaine manière de voir le monde et de penser le rapport entre ces sujets. Donc, une certaine clinique, en fait, qui nous intéresse. Voilà. Nous aimerions un monde plus solidaire, plus pacifié. Je n'oserais pas dire qu'il s'agit d'un vain mot, mais en tout cas, le travail ne manque pas. C'est notre engagement ici. Alors aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Boé, docteur Boé. Je remercie vraiment vivement de sa venue, pédopsychiatre depuis 2001. J'ai peut-être fait des erreurs, hein, mais vous me direz. Votre thèse portait sur les répercussions à l'adolescence des abus sexuels à l'enfance. Donc vraiment une perspective en fait, de l'enfance sur les effets sur l'adolescence, en fait. Voilà, donc ça, c'est une perspective dynamique qui nous intéresse parce que l'adolescent, il n'arrive pas de Mars, il a une histoire et il y a du monde autour de lui. Praticien hospitalier à l'hôpital Sainte-Anne, mais aussi dans d'autres lieux de consultation. Il me semble. Plus maintenant, voilà, je m'inquiétais un peu. Très bien. Psychanalyste, chercheuse associée à l'Université Paris-Cité. Vous avez réalisé une thèse de psychologie clinique portant sur la phobie scolaire avec François Marty, pour lequel il y avait eu un colloque ici même. Le sujet de thèse, c'est la phobie scolaire chez l'adolescent en quête de contenant rythmique.
Donc c'était en 2020, mais c'est un sujet qui doit vous intéresser depuis très longtemps, parce que j'ai retrouvé un article de 2010 sur la phobie scolaire, donc voilà, vous allez nous en parler. Vous êtes également membre du CILA, Collège international de l'adolescence. Je le signale, le CILA, il y a un site. Voilà, c'est une ressource très très précieuse pour nous, parce qu'il y a de nombreux enseignants-chercheurs qui appartiennent au CILA, et tous les ans, il y a tous les 2 ans, un colloque de grande qualité voilà, organisé à Paris le samedi. Vous avez un certain nombre de publications. L'espace-temps de la réclusion dans la phobie scolaire aux confins de la psychose, les impasses thérapeutiques dans la phobie scolaire à l'adolescence, etc. Enfin, voilà, donc ça, tout ça sur Kern, vous pouvez accéder à tous ces articles. Voilà. Alors la phobie scolaire ou refus scolaire anxieux, alors je pense que vous allez nous éclairer sur un petit peu les termes, reste une énigme pour tous et nous plonge dans une relative impuissance, mettant en échec la plupart des dispositifs, aménagements divers. Alors on y arrive quand même, hein, je vois on a des professionnels qui travaillent beaucoup autour de ces situations-là, mais quand même, ça nous donne un peu de fil à retordre. Ce sont souvent des réponses qui oscillent entre le rappel à la loi, mais alors de quelle loi il s'agit, de la soumission à ce qui semble être une tyrannie du sujet, mais pareil, de quelle tyrannie il s'agit. Bon, voilà. Comment comprendre l'empêchement massif qui interdit la fréquentation scolaire alors même que l'élève en question revendique d'aimer l'école et d'avoir des projets d'études. Vous questionnez au-delà des mécanismes de défense auxquels le sujet a recours, la question de la structure psychique également de ces jeunes, il me semble avoir compris ça, qui choisissent la réclusion à domicile en partant des conflictualités psychiques oedipiennes, voilà, à celles plus archaïques évoquant des défenses plus autistiques. Vous remettez ainsi l'adolescent au cœur de son histoire, où l'infantile côtoie le pubertaire dans la perspective dynamique à laquelle nous tenons. Vous introduisez dans vos écrits le rapport à l'immuabilité, donc à la temporalité, qui nous amène à explorer la question du rythme. Voilà, je n'irai pas plus loin évidemment. Votre proposition de travail... Votre proposition de travail sur la question rythmique dans la phobie scolaire a suscité la curiosité de nombreux professionnels, psychologues, médecins, infirmiers, assistants sociaux, enseignants, AESH, chefs d'établissement. Voilà, tout un panel de la communauté médico-sociale et éducative ici réunie. Donc, sans plus tarder, je vous donne la parole en réitérant nos remerciements à votre venue. Merci à vous. Bonjour. Alors Anne-Virginie a sous-entendu la question, pourquoi donc est-ce que je me suis intéressée à la phobie scolaire ? En fait, c'est sous la contrainte d'une intervention à rédiger que j'ai découvert cet univers bien étrange. Je prenais un poste de praticien hospitalier à Sainte-Anne, et c'était en 2010. S'organisait une journée sur le thème Hikikomori. Je ne sais pas si Hikikomori, vous connaissez un peu, ce sont ces conduites de réclusion à domicile qui ont été décrites au Japon dans les années 80, qui par la suite ont été décrites dans d'autres pays, mais enfin c'est vraiment né au Japon. Et c'est un trouble qui est à la marge entre le psychiatrique et le social. Enfin voilà, c'est un trouble qui questionne. Donc la conduite Hikikomori, elle qualifie ça, le comportement de ces jeunes enfermés résolument et qui n'ont pas de troubles psychiatriques évidents. L'organisatrice cherchait une pédopsychiatre pour décliner la problématique de l'enfermement à domicile chez les adolescents. Et je fus désignée, un peu par hasard parce que je n'y connaissais rien, un peu par bizutage aussi, je le soupçonne. Le sujet s'est avéré beaucoup plus ardu que prévu, un peu ingrat aussi, et surtout très énigmatique, c'est finalement ce qui m'a plu. Donc j'ai continué à y réfléchir par la suite. Alors, est-ce que c'est l'école qui repousse ou est-ce que c'est la maison qui attire ? Cette question, en fait, a traversé les diverses théorisations sur la phobie scolaire depuis les années 1930, en gros. Donc, dans bien des cas,
se retirer de l'école mène, dans un même mouvement, à se replier chez soi. Donc phobie scolaire et hikikomori de l'enfant ou de l'adolescent, finalement, se confondent. Alors, la littérature sur la phobie scolaire, dans laquelle j'ai été obligée de plonger à ce moment-là, m'a longtemps déconcertée, en particulier dans sa dynamique, puisque la notion est apparue dans les années, je vous dis, 1930 à peu près. L'école obligatoire commençait à être effective dans les années 20, le temps que ça se mette en place, les lois Jules Ferry. Voilà, donc apparaît la notion de phobie scolaire, c'est exploré de manière très créative, très touffue, par toutes sortes de cliniciens, des psychanalystes entre autres, mais pas que. Donc c'est une période très riche. Et puis, à partir des années 80, il n'y a plus aucun courant de pensée qui se distingue, voire même on assiste à une sorte de déconstruction. Apparaît à ce moment-là la fameuse angoisse de séparation, dont j'imagine que vous avez entendu parler. C'est censé être un diagnostic. Ça condense tout et ça dit rien pour moi. Et ce n'est pas la seule en cause. En fait, la phobie scolaire s'est trouvée qualifiée de concept poubelle. C'est quelque chose qu'on retrouve. C'est trop hétérogène, ça rassemble des troubles disparates. C'est accusé de ne décrire que des conduites sans qu'un axe psychopathologique ne les organise. Les adolescents phobiques scolaires donnent eux-mêmes l'impression d'une indigence de pensée, d'un appauvrissement de leur vie fantasmatique et d'un assèchement de la créativité. En fait, c'est un peu comme si les auteurs des articles étaient contaminés par le fonctionnement de leurs patients. C'est un phénomène que Roussillon a décrit, en fait ça se trouve dans un peu toutes les psychopathologies. On se trouve contaminé. Alors, une autre explication à cet assèchement collectif, c'est qu'au début des années 80, donc après 50 ans quand même, pendant lesquels les auteurs se sont penchés sur la question, on commençait à se mettre en place des études de cohorte pour étudier le devenir des phobies scolaires. Et là, déjà, la plupart étaient perdus de vue, donc en fait les études étaient impossibles. Et ceux qui ont continué à être suivis, en fait, ont montré que ça donnait souvent des échecs thérapeutiques. Donc une population bien peu gratifiante pour les chercheurs. Et ça donnait en même temps la mesure de la gravité du trouble. Même les hospitalisations, qui non seulement sont difficiles à mettre en œuvre parce que les jeunes sont réticents, les parents ont du mal aussi, en plus, elles ne s'avèrent souvent bénéfiques que tant qu'elles durent. Les rechutes à la sortie sont très fréquentes. Donc ce renvoi à une impuissance soignante a suscité inévitablement des contre-transferts individuels négatifs. Et peut-être aussi une contre-attitude collective, le rejet de la notion jusqu'à sa déconstruction. Alors pour déconstruire comment on s'y prend efficacement, on débaptise. Donc on retire le terme de phobie scolaire. C'est ce qui s'est passé dans les années 80. Par quoi on le remplace ? Alors les anglo-saxons ont introduit le terme de refus scolaire, qui est devenu refus scolaire anxieux. L'éducation nationale utilise maintenant le terme de refus scolaire anxieux. D'autres ont été proposés, il y a eu retrait scolaire, trouble du lien attachement, anxiété sociale, enfin il y a eu pléthore de termes. Mais faute d'un terme nosologique sur lequel s'accorder, une confusion s'est installée. Et les classifications internationales, dont l'objet c'est quand même de définir précisément une catégorie pour faire des recherches
et ensuite des méta-analyses, en se mettant d'accord sur les patients dont on parle, eh ben, elles s'y sont égarées et à chaque nouvelle version, elles démembraient davantage la notion jusqu'à finir par l'effacer totalement. Donc maintenant, il n'y a plus aucun équivalent, c'est clair, ça n'existe plus. Il reste la classification française qui utilise le terme de phobie scolaire, et puis les Japonais également. Alors peut-être d'autres peuples, je n'ai pas étudié tout, mais en tout cas les Japonais et les Français, c'est sûr. Donc dans la classification française, c'est une simplicité descriptive efficace, je trouve. Manifestation d'angoisse majeure avec un phénomène de panique lié à la fréquentation scolaire, ce qui interdit sa poursuite sous les formes habituelles. On exclut les troubles, comme pour le hikikomori, on exclut les troubles associés avec diagnostic psychiatrique, dépression, psychose, etc. Donc cette description, elle est simple et efficace, je trouve, mais il y manque toutefois la notion de repli au domicile. Or, on va y revenir, mais ça me semble vraiment consubstantiel du trouble, et surtout, ça définit la gravité de ce trouble. Donc, en tout cas, nous sommes mis en garde. Ne pas devenir nous-mêmes phobiques de ces patients. Même s'ils attaquent notre pensée, ils nous donnent l'impression d'un appauvrissement, ils installent un désert en nous et autour de nous. Donc, faire de la phobie scolaire un objet de recherche, ça permet de renverser la tendance, en fait, et de retourner le mouvement qui, au départ, est de l'évitement en la pulsion épistémophilique. Donc, moi, c'est la solution que j'ai trouvée. Alors, finalement, c'est ceux qui ne parlaient pas directement de la phobie scolaire qui m'ont semblé en parler le mieux. Donc là, c'est aussi à partir des années 80 que ça commence, différents courants de pensée, avec des notions apparentées. Donc en Angleterre, fin des années 70, une psychanalyste d'enfants qui s'appelle Frances Tustin, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est vraiment... elle parle beaucoup de la question de l'autisme, mais c'est une pensée très riche. Donc elle a développé l'idée qu'il existerait un îlot autistique chez certains névrosés. En particulier les névrosés dont les troubles psychiques sont peu mentalisés. Alors elle décrit les troubles psychosomatiques, l'anorexie mentale et elle signale la phobie scolaire. Elle ne le développe pas, mais elle le signale. À la même époque, des psychanalystes français, donc il y a Jean-Luc Donnet, André Green et Evelyne Kestenberg. Alors je dis à la même époque, mais ça s'étale sur 10-15 ans. Chacun de leur côté décrivent quelque chose comme une phobie du fonctionnement mental, que Donnet appelle psychophobie. Donc c'est une phobie qui est un peu paradoxale, c'est un concept limite, puisque la phobie se retourne sur elle-même. Au lieu de projeter sur l'extérieur l'objet de l'angoisse afin de pouvoir l'éviter. Donc la projection c'est un mouvement vers l'extérieur, elle a lieu sur des parties internes. Et l'évitement qui en résulte, c'est un évitement de pensée. Bon, donc moi, le terme de phobie scolaire, je propose de le garder, à la fois pour tenir le fil historique, et aussi parce que les adolescents et leurs parents s'y retrouvent. Phobie scolaire, ça leur parle. Même si ce n'est pas pleinement satisfaisant comme terme, mais on n'a pas trouvé mieux. Donc, le mécanisme phobique, je reviens rapidement dessus. Ça implique donc une projection
un déplacement de l'angoisse de l'intérieur vers un objet externe qui va pouvoir s'éviter. C'est ça l'intérêt de la phobie, c'est de pouvoir éviter. Alors quand c'est phobie de la souris, phobie de prendre l'avion, c'est relativement facile d'éviter. Ici, le déplacement sur quelque chose de l'école, je dis quelque chose de l'école parce qu'on ne sait pas quoi en fait. Quelque chose de l'école, c'est un déplacement qui est peu fonctionnel. C'est difficile à aborder et d'ailleurs on note que l'angoisse persiste après l'arrêt des cours. Donc ce n'est pas seulement une angoisse des cours. C'est un objet informe qui affole ces adolescents et qui donc a un rapport de près ou de loin avec l'école. Ce rapport est vague et il ne me semble pas très utile de le déterminer précisément. Mais bon, on en discutera peut-être. D'ailleurs, quand on s'attarde sur le problème direct du patient avec l'école, on n'obtient en retour que des rationalisations. Tout peut être support de projection. Ça peut être l'enceinte de l'établissement, ça peut être les personnes qui le fréquentent, un prof, un autre élève qui le harcèlerait. Ça peut être plus abstrait, il y en a qui disent c'est le système, qui sont contre le système. Voilà. Bon, quand on pose une question, on obtient une réponse. Elle n'est pas forcément très satisfaisante. Or, le rapport à l'école varie amplement d'un patient à l'autre. Certains apprécient beaucoup les cours et ils y excellent. D'autres n'ont jamais aimé l'école ou bien étaient des élèves standards. Les uns parviennent à travailler par correspondance sans aide à la maison. D'autres sont incapables de s'y mettre tout seuls et ne peuvent même plus envisager la question scolaire, c'est-à-dire que la phobie s'étend au contenu scolaire. En fait, on ne relève aucune unité dans le champ du rapport aux apprentissages. En revanche, la question du retrait à domicile, dont je vous parlais tout à l'heure, est monnaie courante et fait la gravité de la phobie scolaire. Ce repli au domicile, il est quasi constant pour ce qui est de la vraie phobie scolaire grave. On pourra distinguer des décrochages, si vous voulez, dans la discussion. Donc ce repli, il dure de quelques mois à quelques années. Il arrive que cette période soit plus brève, généralement quand une hospitalisation interrompt cette réclusion à la maison. Donc c'est un facteur externe qui joue. Cet état de retrait du monde, il peut s'installer brusquement ou insidieusement. Alors on trouve des conduites de retrait, de repli, voire de retranchement dans d'autres psychopathologies, évidemment, dans des troubles psychiatriques caractérisés. Il s'agit de faire la différence, le diagnostic différentiel. Donc on a l'agoraphobie ou la phobie sociale. Dans ces cas-là, c'est du registre d'une inhibition névrotique massive qui fait craindre la sortie au dehors. En général, c'est un retrait relatif, puisqu'accompagnés ils peuvent. On a les schizophrénies ou les dépressions mélancoliques. Là, c'est plutôt une perte d'élan vital qui entraîne un stationnement chez soi par défaut de mouvement vers l'extérieur. Ça peut être là des vrais retranchements. Dans les phobies scolaires graves, le retrait du monde a, lui, une caractéristique spéciale. C'est l'indifférence au temps qui passe, qui laisse l'impression que se figent un peu tous les phénomènes liés au temps. Ça donne une impression d'immobilité, voire d'immuable. Alors ça, on peut le trouver aussi dans les schizophrénies ou les mélancolies, mais la différence ici, c'est que cognitivement, ça fonctionne. Ils ne sont pas
réellement désorientés. Ils peuvent se repérer dans le temps, tout à fait. Parfois, ils font l'effort de se repérer dans le temps. Mais ils n'investissent pas le temps qui passe. Donc, il s'installe dans la vie psychique un régime d'atemporalité qui abrase les mouvements. Ce qui produit ce régime d'assez remarquable, c'est une absence d'ennui ou d'impatience, qui sont des éprouvées fonctions du temps. Donc on a des adolescents qui passent leur journée à la maison, qui fichent à peu près rien, et qui nous soutiennent qu'ils ne s'ennuient pas. Quand ils commencent on peut repérer un peu d'ennui, c'est déjà bon signe. C'est qu'il y a peut-être une sortie qui est envisageable. Mais alors ils ne s'ennuient pas, puis ils ne sont pas du tout impatients d'en sortir. C'est très troublant. Alors, donc, le temps, la temporalité, c'est un angle d'attaque pour essayer de les comprendre. Déjà, notre vécu contre-transférentiel, on a l'impression, quand on est en consultation avec ces patients, en tout cas on peut avoir l'impression, nous-mêmes de perdre la notion du temps, d'un vacillement en nous, comme si notre horloge intérieure s'était déréglée. En général, quand on est en consultation avec un patient, on a en tête un peu le temps qui passe. Alors selon son format, une demi-heure ou 3/4 d'heure, on sait quand on approche de la fin, on n'a pas besoin de regarder sa montre. Avec eux, on peut complètement s'égarer, se dire mais là, ça fait 1 heure que je suis avec lui, alors qu'en fait ça fait qu'1/4 d'heure, ou l'inverse. Et tout d'un coup, on a une angoisse, on se dit mais combien de temps s'est passé là? On est obligé de regarder. Et voilà, on a un vacillement de notre rapport au temps. Et parfois, ça dure vraiment très longtemps, en fait. Alors, pour comprendre ce vécu qui est transféré en nous par le patient, on suppose, nous avons suivi la piste d'auteurs post-claniens, dont Francis Tustin fait partie. Cette Francis Tustin, elle a défendu l'idée que pouvait exister donc chez les névrosés une zone de fonctionnement archaïque, îlot ou kyste autistique. Dans cette zone, il y régnerait un chaos temporel, mais ça resterait enclavé dans la psyché, c'est-à-dire ça se constituerait très très tôt dans le développement de l'enfant. Le reste de la psyché continue à se développer normalement, donc cohabite avec un espèce de kyste. Tant que l'îlot est maintenu enclavé, rien n'affleure. L'enfance passe inaperçue, sans antécédents remarquables. Le début de l'adolescence se fait discret, pas de phénomène bruyant. Cependant, pour garder l'îlot enclavé, comme pour tous les mécanismes de clivage, en fait, il faut mobiliser une énergie psychique pour contre-investir la zone qui est importante. Donc, à un moment, on peut en manquer. Lorsque l'équilibre des forces se rompt, ce clivage se lève et une communication s'établit entre l'îlot, donc autistique, et le reste de la psyché. L'îlot déverse son contenu, qui est tourbillonnaire. La phobie scolaire s'installe alors dans sa massivité et avec elle, l'indifférence autistique au temps qui passe. Alors, qu'est-ce qui peut entraîner la déstabilisation des forces psychiques en présence? J'ai fait l'hypothèse qu'il s'agit d'une cassure rythmique, d'une rupture dans la continuité rythmique. Je vais y revenir. Donc, l'indifférence au temps qu'on perçoit chez ces adolescents va à contre-courant de la temporalité de l'adolescence même,
puisque le processus adolescent veut que le temps presse, le présent presse, ça pulse, il y a une urgence chez les adolescents. On en viendrait même à oublier qu'il s'agit d'adolescents. Certains auteurs en déduisent qu'ils sont confrontés à une butée du processus d'adolescent, une butée dans leur développement, une impasse du processus de subjectivation adolescent, qui serait ressentie comme une transformation terrifiante. Alors peut-être, mais j'ai l'impression que le processus d'adolescence, il a lieu quand même. Il agit en sourdine. Le grand chamboulement qu'il implique fait remonter à la surface de la psyché des éprouvés archaïques. C'est ce que Guthon a nommé le pubertaire. Et on trouve chez ces adolescents bien des éprouvés archaïques. Alors j'avais réalisé, dans le cadre de ma thèse, une étude qui visait à recueillir la parole des intéressés, c'est-à-dire des adolescents qui avaient traversé un moment de phobie scolaire et qui étaient dans un moment de leur vie où ils reprenaient une scolarité singulière. Hein. Ils n'étaient pas au lycée, mais c'était un dispositif particulier. Donc, je les interroge. Ils sont consentants à la recherche. Je les interroge sur leur vécu. Alors qu'ils sont tous consentants, ils se sont montrés confus, voire légèrement agressifs, lorsque je les questionnais sur la période précise de la phobie scolaire enfermée à la maison. Par contre, ils pouvaient me parler, là avec des repères temporels, des jalons, sans confusion, de la période qui a précédé, et puis de la période qui a suivi, c'est-à-dire de leur rescolarisation. L'hospitalisation, parce que la plupart avaient été hospitalisés, était aussi un moment très clair pour eux, très précis. Mais il y avait ce moment-là, et c'était une constante de trouble. Donc cette singularité d'un récit qui se désorganise à un moment précis et se rétablit par la suite, ça pourrait relever de cette psychophobie que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire d'un contre-investissement d'un secteur particulier de la vie psychique, qui se trouve brouillé, confus, sans repère. Même lorsqu'il s'agit de se le remémorer et pas seulement de le vivre. Comme si aucun travail de mémoire n'était possible, que se rappeler ce moment impliquait pour eux de le revivre à l'identique. Alors, pour André Green, ce type de fonctionnement, donc psychophobique, lui, il appelle ça position phobique centrale. Enfin, chacun amène son terme propre, hein, mais en gros, ils disent un peu tous la même chose. Donc, il le relie à des traumatismes narcissiques précoces. Donc, les traumatismes narcissiques précoces, qu'est-ce que c'est ? C'est des tout petits, des micro-traumatismes. Ce n'est pas explicable par des faits divers de l'enfance. C'est plutôt des trajets traumatiques cumulatifs qui ne sont pas très remarquables dans le récit et qui se révèlent par un rapprochement inopiné de représentation, donc dans le travail lui-même de psychothérapie. La fonction psychophobique vise à prévenir ce rapprochement en gardant encapsulé un effondrement qui se serait donc produit très tôt dans la toute petite enfance, avant l'accès au langage. On voit ce modèle rejoint quand même celui de l'îlot autistique de Francis Tustin, quelque chose d'enclavé très très tôt dans la vie psychique. Alors, pour alléger un peu, je vous propose une vignette clinique d'un jeune homme donc, dont le récit de la petite enfance peut laisser entendre ce type de trajectoire de micro-traumatisme cumulatif. On l'entend en filigrane, hein, toujours. Ce n'est pas clairement exprimé.
Donc Achille, il a 16 ans. Quand je l'ai rencontré, il souffrait d'une phobie scolaire compliquée, d'un enfermement radical à domicile, vraiment radical. Parce que parfois, ils peuvent sortir quand même pour venir au moins en consultation. Lui, non. C'était proche du retranchement et c'était dans sa chambre, comme un vrai hikikomori du coup. Donc je n'ai pu le rencontrer qu'à l'occasion de visites à domicile qui étaient sollicitées par son père, avec qui il vivait. Je les ai fait avec un éducateur. On les a poursuivis plusieurs mois, avec l'accord d'Achille évidemment, jusqu'à ce que la famille mette fin à nos rencontres devant notre fermeté quant à la nécessité d'une hospitalisation. Voilà, ça a été ils ont mis un stop à ce moment-là. Alors, pendant ces quelques mois, lors de nos rencontres, Achille a pu exprimer avec beaucoup de finesse et de sensibilité son vécu assez contrasté. D'une part, un désarroi associé à son impuissance à sortir de chez lui. Alors on avait tout essayé, hein. L'éducateur qui venait sur le seuil de son appartement pour faire un petit tour avec lui, il n'ouvrait pas la porte alors qu'il était d'accord pour ça. Enfin vraiment, on a déployé tout ce qu'on pouvait. Il était dans une incapacité totale. Et ça se nuançait quand même, ce désarroi, d'un sentiment de maîtrise par rapport à son vécu ultra confiné et à l'organisation de sa vie. Donc il trouvait dans cette vie-là des satisfactions de plusieurs ordres. Les unes étaient régressives, avec la fuite dans un certain abrutissement numérique, enfin moi j'appelle ça comme ça, une oralité surinvestie, il mangeait un petit peu en permanence, des choses qu'il se faisait livrer, et il avait pris énormément de poids en fait. Les autres satisfactions étaient davantage constructives, avec un intérêt développé pour la géopolitique, ce qui est très fréquent chez ces jeunes. Voilà, on peut réfléchir pourquoi. En tout cas, la géopolitique, peut-être parce que c'est très loin, ça les intéresse. Et puis l'apprentissage également chez lui des mathématiques de haut niveau, avec un frère qui était normalien et qui lui donnait des cours. Et le maintien de liens amicaux par réseaux sociaux et puis des amis qui pouvaient venir dans sa chambre. Donc l'expression de la phobie scolaire avait interrompu un parcours scolaire qui était très brillant, mais elle restait trop vive pour qu'il envisage une reprise, ne serait-ce que par correspondance. Alors les parents nous ont relaté leurs souvenirs de la petite enfance. Donc Achille était né grand prématuré d'une mère qui avait un vécu traumatique et qui ne supportait pas l'état de grossesse. Elle fumait une 40aine de cigarettes par jour. Il en a gardé comme séquelle un asthme grave, et puis probablement sa prématurité est liée à ça. Une fois qu'il est né, la mère ne se sentait pas à la hauteur. Elle n'arrivait pas à s'en occuper. Le père a tenté de compenser et s'est efforcé de prodiguer à son fils les meilleurs soins possibles dès qu'il est sorti de l'hôpital. Mais bon, c'était compliqué parce qu'il y avait un frère aîné qui lui-même était un petit peu en souffrance. Donc Achille a pourtant développé une anorexie précoce et il est resté très très chétif jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc dans ce cas, l'ambivalence dans l'investissement maternel du nouveau-né est très nettement perceptible. Ça n'a pas été compensé par les tentatives du père. Dans bien d'autres situations, ce n'est pas du tout aussi flagrant. Nous disposons alors d'indices, mais aucun événement saillant ne marque les premiers moments de la vie du patient dans la narration qui nous est faite, aucune trace. C'est donc purement hypothétique. Alors, dans cette ambiance qui est atemporelle, une sensibilité au rythme est en revanche perceptible.
et surtout une sensibilité à la discontinuité des rythmes. On le voit dans les suivis, parce que si on a, pour une raison ou une autre, on décale un rendez-vous, le patient disparaît. On le voit aussi dans la manière dont la phobie scolaire s'installe. Généralement, c'est à la faveur d'une coupure de rythme scolaire. Ça peut être après les vacances scolaires, petites ou grandes, là c'est, enfin plutôt petites d'ailleurs. Après de petites vacances, Toussaint, Noël, c'est les grandes périodes, ils ne reviennent pas. Ça peut être quelques jours d'arrêt maladie, mais pas grand-chose, un rhume, une grippe, et ils n'arrivent pas à revenir une fois qu'ils vont mieux. Alors, le rythme est décrit par Freud comme un précurseur du temps dans l'ontogénèse. Une forme temporelle élémentaire. Alors, Geneviève Hague, qui est une psychanalyste française, en tout cas qui exerce en France, le formule un peu différemment en décrivant le rythme comme structurant le premier contenant psychique. Alors, elle a beaucoup travaillé sur les autismes, elle aussi. Donc voilà, le rythme, ça serait le premier élément structurant la psyché. On va alors chercher du côté du contenant scolaire plutôt que de son contenu. Alors le contenant, ça peut être l'enceinte matérielle, les murs, les personnes, qui peuvent toutes être l'objet d'une crainte consciente. Mais le contenant scolaire le plus primitif, le plus fondamental, nous semble là aussi résider dans la rythmicité, dans l'entrelac des périodicités, entre cours et récréation, entre semaines et week-ends, année scolaire, grandes vacances, voilà, tout ce qui fait les rythmes scolaires. Les problématiques de la rythmicité, de l'ontogénèse du temps, de la dialectique entre le contenant et le contenu, nous ramènent au fondement de la vie psychique. Donc dans les profondeurs du narcissisme primaire dont on évoquait avec Green. Donc au tout début de la vie, la communication primaire du nourrisson avec sa mère passe par des canaux étranges et mystérieux qu'on n'a pas encore complètement élucidés. L'un de ces canaux, on pourrait le nommer identification projective. C'est Mélanie Klein qui parle de ça en premier. Alors, qu'est-ce que c'est que l'identification projective ? C'est un éprouvé qui est vécu par le bébé et qui est ressenti par sa mère. Ça paraît un peu ésotérique comme ça. Donc la mère identifie ce que vit son bébé parce qu'elle le ressent et elle peut y répondre de manière adéquate. Bon, la mère est censée être dans un état très particulier au tout début de la vie de son nourrisson. Quand la mère y répond, elle aide son bébé à identifier aussi ce qui se passe en lui. C'est comme ça que c'est un canal de communication. C'est le premier mode décrit de communication entre la mère et le bébé. Donc, les phénomènes d'identification projective peuvent se repérer dans les fonctionnements plus tard, lorsque reste une zone archaïque, comme donc chez les phobiques scolaires. Pour illustrer un peu ce phénomène, je vais vous donner un exemple. C'est un patient, un jeune homme de 15 ans, qui venait lui régulièrement à ses séances, toutes les semaines. Il me parlait en continu, sur une voix monocorde, de faits d'actualité, avec lui aussi un penchant pour la géopolitique, et puis d'anecdotes du quotidien. Jamais de lui-même. C'était des anecdotes sur son trajet, le métro, enfin... Jamais de lui-même.
Donc, ça produisait en moi un profond ennui. Je luttais régulièrement contre le sommeil et je faisais un gros effort pour continuer à l'écouter, pour essayer d'attraper dans ce flot de paroles quelque chose d'un peu signifiant. J'étais réduite à la passivité d'un morne ennui silencieux. Quand j'intervenais, il le prenait très mal. Il me disait « non, c'est pas du tout ça ». Un jour, j'entends dans sa logorée qu'il me dit « je vais cesser de vous écouter ». Dans un renversement très saisissant entre ce qui se passait en moi et ce qui se passait en lui. Voilà un exemple. Là, c'est lui qui a perçu ce qui se passait en moi et qui l'a formulé comme si ça lui appartenait. Donc, dans le transfert, ce phénomène d'identification projective provoque quelque chose de paradoxal. René Roussillon appelle ça « transfert par retournement ». C'est-à-dire que nous n'incarnons pas comme dans un transfert classique. Dans un transfert classique, le psy incarne une figure de la petite enfance, voilà, un personnage signifiant. Tandis que là, on incarne le patient lui-même. Voilà, c'est un peu peut-être compliqué à conceptualiser, mais de toute façon, c'est aussi étrange à vivre. Lorsque nous arrivons à entrer en relation avec ces patients, ce qui nécessite donc parfois de se déplacer au domicile, on découvre un lien paradoxal qui, comme un ruban de Moebius, se retourne quand on le tient. Le patient disparaît quand nous pensons l'avoir enfin rencontré. Il revient quand nous l'avons presque oublié. Quand il nous épuise à force de rendez-vous ratés, il nous reproche de le fatiguer. Quand nous sommes, donc on l'a vu là, submergés par son flot de paroles, il nous déclare qu'il cesse de nous écouter. Et quand enfin nous renonçons, il nous redonne espoir. C'est vraiment des drôles de patients. Alors, ce sont donc des ratés précoces de la rencontre avec l'environnement primaire, je dis ratés parce qu'on ne sait pas bien ce que c'est, qui se rejoue dans ce transfert paradoxal où nous devenons le patient lui-même. Ces ratés précoces ont mis en péril l'intériorisation de l'enveloppe de rêverie maternelle. Donc, ils ont compromis la stabilité du premier contenant psychique. Celui-ci, donc, se fixe lorsqu'un rythme de sécurité, en fait, c'est un dialogue interactif entre la mère et l'enfant, basé sur le rythme, peut s'installer. C'est par exemple le bébé secoue un jouet et la mère va chantonner quelque chose en réponse avec le même rythme. Voilà, ça c'est des éléments du dialogue interactif. Roussillon déclare que la loi maternelle de la rencontre, donc il met des mots forts, la loi, c'est d'abord le respect du rythme de son bébé. D'abord le respecter, et ensuite dialoguer avec lui en partant du rythme. Donc les sujets... Alors, donc chez ces patients, il y a eu un raté de ce côté-là, du côté de la communication rythmique ou du respect de leur rythme. Ils ont pu cliver cette entaille précoce dans leur narcissisme primaire et ont échappé à l'autisme caractérisé, parce que s'ils ne l'avaient pas clivé, ils auraient pu devenir des autistes authentiques. Cependant, la permanence du sentiment d'exister est fragilisée et leur dépendance à l'environnement est grande, puisque l'enfant va chercher à l'extérieur ce qui lui fait défaut à l'intérieur. C'est alors qu'il découvre le haut pouvoir stabilisant du rythme tertiaire. Alors, rythme, il y a évidemment plusieurs rythmes. Il y a les rythmes intérieurs, physiologiques, le rythme du mouvement, le rythme de la danse. Le rythme tertiaire, c'est une catégorie de rythme
qui définit les cadres thérapeutiques, un peu les métarythmes. Les cadres thérapeutiques et le rythme scolaire, c'est un rythme tertiaire. C'est les rythmes qui organisent. Voilà, donc il découvre que le rythme scolaire, en s'y synchronisant, il arrive à pallier à ce défaut intérieur. Donc c'est un enfant qui va parfaitement répondre au rythme scolaire et qui va y adhérer de très près. Il se synchronise aussi aux rythmes familiaux, évidemment. Il traverse ainsi sans encombre la phase de latence. Le futur phobique scolaire est en quelque sorte particulièrement dépendant de l'école, de son rythme en particulier. Alors, la puberté vient compromettre cet équilibre fragile, puisque là, les rythmes se sexualisent, donc c'est plus si simple de s'y synchroniser. La dépendance devient dangereuse, et avec elle le risque de s'y perdre. Il s'agit de tendre vers un début d'autonomie, de quitter le confort infantile et aliénant de la synchronisation au rythme de la famille et de l'école. Donc, finalement, rompre les amarres, refuser d'aller à l'école, ça pourrait marquer une tentative de subjectivation. Et c'est peut-être dans ce genre de mouvement-là qu'ils mettent en place leur refus au départ. C'est un moyen de se démarquer, d'afficher un choix en son nom propre. Mais bien vite, le choix se dégrade en préférence négative. Préférence négative, c'est je préférerais ne pas. C'est une impossibilité à se positionner. Avec la rupture scolaire, il découvre qu'aucun soulagement ne s'installe durablement. Bien au contraire, l'adolescent en vient à ressentir une discontinuité en lui-même, une déchirure à l'intérieur de son être. En fait, d'adhérer à la régularité abstraite du rythme scolaire, ça pensait la blessure des temps premiers, ça masquait son entaille dans le narcissisme. La tentative de subjectivation échoue donc, parce qu'elle vient révéler ce qui jusque-là était voilé, la nécessité de cette dépendance, comme une suppléance à la béance narcissique. Et l'adolescent découvre effaré qu'il ne possède ni repère tempororhythmique à l'intérieur de lui, ni cette stabilité structurelle qui lui permettrait de se mouvoir dans le monde sans crainte d'en être déformé. C'est là qu'on parle d'angoisse très archaïque. Alors, j'ai une autre vignette, c'est sur la question du dialogue rythmique. C'est un adolescent de 16 ans, Alex, qui a débuté une phobie scolaire courant seconde. Il ne sort plus de chez lui depuis 1 an, lorsque je le rencontre. Avant cette année, il a eu plusieurs propositions d'aménagement. Alors ça commence par le PAI en général, ça a échoué. Il y a eu aussi un dispositif de raccrochage qui a bien fonctionné, il aimait bien y aller, mais quand le dispositif s'est arrêté, il est retourné chez lui et il n'a pas raccroché. Donc là, ça fait 1 an qu'il est à la maison, il accepte de venir accompagné de son père, et puis assez vite seul, toutes les semaines, sans que je comprenne bien sa motivation à consulter. Il me parle de ce qu'il voit sur les réseaux sociaux et de choses de cet ordre. Il est pour lui hors de question de reprendre une scolarité, quels qu'en soient les aménagements. Il apparaît que dans son monde confiné, les écrans sont omniprésents, mais son père reste un interlocuteur de choix, bien qu'occasionnel. Ce père le rabroue au sujet de son inertie. Il lui parle de la vie au dehors et des projets qu'il imaginerait pouvoir lui convenir. Il n'adhère à rien, mais c'est important pour lui que son père vienne et fasse exister le monde réel, en quelque sorte. Donc il apprécie ces moments où son père, toujours au bord de la colère, s'efforce de le maintenir dans une temporalité, un contact avec le monde réel.
Je pense que c'est grâce à ça qu'il a pu venir en consultation, en fait. En revanche, il ne communique plus du tout avec sa mère. Elle lui reproche son arrêt scolaire et elle exerce des représailles à son encontre, comme le priver des moments du dîner. Moments précieux qui rythment la journée d'un tempo collectif. Où elle le sert en dernier, où il lui dit qu'il mangera après les autres, parce qu'il a plusieurs frères et sœurs. Cette mère ne semble pas avoir eu de dialogue rythmique avec son enfant. Voici comment elle décrit les relations précoces. Alex ne tétait pas bien au sein. Il perdait du poids. J'ai introduit des biberons dès le 2e mois. Quand il a fallu diversifier, il a refusé les petits pots. Puis, à 9 mois, il a rejeté les plats que je lui préparais. Il a continué le biberon et la tétine. Moi, comment ça, la tétine ? Oui, je lui donnais la tétine dès qu'il criait, et il criait tout le temps. À l'époque, je ne savais pas que ce serait dur de l'ensevrer. C'était mon premier enfant. Et comme il criait, il fallait aussi le balancer tout le temps dans son transat, comme ça. Et la mère mime avec le pied un mouvement de va-et-vient stéréotypé. Il n'avait aucun doudou, non. Il préférait les robots, me dit-elle. Dans la suite, elle me dit « Il a dormi dans mon lit jusqu'à ses 6 ans. » Non, ce n'est pas qu'il avait des angoisses, c'était moi qui avais envie d'en profiter. Voilà, donc elle n'est pas malveillante, cette mère, avec son bébé, hein, mais bon, elle n'est pas franchement adaptée, et surtout, elle n'est pas adaptée du tout à ses besoins. Dans ce récit, donc, elle témoigne à plus d'un titre que la rencontre entre elle et son bébé n'a pas vraiment eu lieu. Il est frappant de constater comme le bercement continu et mécanique est resté ancré dans le corps de la mère, qui le reproduit machinalement, comme elle se le remémore. Donc on peut extrapoler qu'il a également laissé des traces dans le corps d'Alex et qu'aucun rythme de sécurité n'a pu prendre place. Il n'y a pas eu de vrai dialogue rythmique entre eux. Son rythme de bercement, c'était son rythme à elle. Et puis manifestement, elle n'a pas répondu à ses expressions, elle n'a pas traduit ses besoins. Voilà. Donc, ça, c'est pour la question du rythme. Mais il y a la question du lieu, puisqu'ils sont stables dans un lieu, ces jeunes, dans une tanière. Ça apparaît comme une solution de survie narcissique. C'est un prix élevé puisque ça coupe d'une grande partie de la vie relationnelle. Et que c'est seul un investissement pulsionnel, donc qui serait quand même dirigé vers un autre, qui pourrait donner envie de sortir de ce puissant attracteur que constitue l'intérieur de la chambre. Donc là encore, on est dans un paradoxe. Dans son extrême isolement, l'adolescent n'est pas tout à fait seul, contrairement au hikikomori adulte. Ses parents ne sont pas loin. Et il porte en général une demande de soins que l'ado lui-même n'est pas en mesure de formuler. Donc c'est utile de souligner l'importance à accorder aux parents dans les soins. Les recevoir, ce sont eux en fait qui vont pouvoir dénouer dans certains cas cette impasse. Il s'agit de partager leur déroute, qui est aussi celle de leurs enfants, et leurs angoisses de mort. Parce que l'inertie de leur adolescent, ça a un effet vertigineux pour les parents, d'inversion temporelle. La vie semble se retirer de leur enfant, qui a l'air apulsionnel, comme s'il était devenu un vieillard. Donc il s'agit d'accepter leur désarroi, l'absence de réponse et l'absence de solution. Alors, du côté des professionnels, alors là, je ne parle pas que pour les psys, il me semble que l'erreur la plus répandue, c'est de considérer que le contenu scolaire génère la phobie. Les cours, l'apprentissage, les enseignants qui ne seraient pas assez bienveillants, les autres élèves qui malmèneraient, etc. Cette erreur si courante mène à proposer les aménagements divers. Donc là, je pense qu'on va en discuter.
Je vous donne mon avis. J'ai l'air affirmative comme ça, mais je suis ouverte. Donc, les aménagements divers de la scolarité, qui bien souvent échouent. Le changement d'établissement, qui s'avère parfaitement inutile. Cette interprétation, donc, que c'est le contenu qui génère la phobie, conduit aussi à adopter des postures idéologiques comme refuser d'accorder l'enseignement à domicile pour ne pas aller dans le sens du symptôme. En fait, proposer des réponses concrètes, s'attarder sur la question des aménagements, donner son avis sur l'opportunité ou non d'un apprentissage par correspondance, tout ça, c'est des pièges qui sont tendus, cette fois au psy précisément, dont le fonctionnement est mobilisé sur un mode opératoire, par identification projective. Et ça fait vaciller l'identité de thérapeute. Donc pour ce qui concerne les psys, le mieux me semble être de ne pas se mêler de la question scolaire. C'est la plus sage option, de laisser ce champ aux pédagogues, aux enseignants, aux chefs d'établissement, aux personnes compétentes en fait. Ne pas se mêler de la question scolaire n'implique pas de l'ignorer, mais simplement de ne pas se prononcer, de résister à agir, alors même que la difficulté à mettre en pensée qu'induisent ces patients nous conduirait à la tentation de répondre dans le concret. C'est une manière de supporter notre impuissance. Il ne s'agit pas non plus de négliger la fonction médiatrice des apprentissages, puisque quand ils peuvent rester dans les apprentissages, c'est un vrai outil thérapeutique en fait. Voilà, et l'orientation vers un suivi pédagogique nous semble indiquer dès que le patient est en mesure de l'envisager. Donc, assumer notre impuissance. Là, c'est valable pour les psys, mais quand même aussi un peu pour les pédagogues et autres. Ça fait tomber les défenses maniaques et la surenchère dans l'agir. Alors, du côté des psys, donc, proposer un espace d'élaboration aux parents nous semble être la condition. Lorsque je l'ai négligé, ça a compromis toute entreprise thérapeutique auprès du jeune. L'idéal, c'est que les parents puissent être reçus par un autre consultant, avec 2 espaces qui ont des vies différenciées et qui communiquent entre eux, tout en filtrant leurs échanges. Ça peut symboliser des contenants fonctionnels que l'adolescent pourra investir, ou une enclave et le reste d'une psyché qui pourrait communiquer. L'enjeu, c'est d'aider ces ados à renaître à un temps subjectif. Pour sortir de l'immobilité, le préalable, donc, c'est d'investir un rythme, celui du cadre de soins, puisqu'ils ont décroché avec le cadre scolaire. Investir un rythme impose de s'y impliquer, de pouvoir le partager, le choisir. C'est pour cette raison que je préfère un cadre co-construit avec le jeune. Je ne vais pas lui dire « vous allez venir toutes les semaines ». On va réfléchir ensemble au rythme qui lui convient. Après, s'il dit tous les mois ou tous les 6 semaines, je vais lui dire que moi, je n'arrive pas. Et ça va être à lui de s'ajuster un peu. Je vais lui dire que moi, si c'est trop espacé, je ne peux pas garder dans ma tête ce qu'il me dit, donc il faut qu'on rapproche. Et comme ça, on co-construit quelque chose avec nos rythmes à chacun. Le risque d'imposer un cadre avec une rythmicité extérieure serait de reproduire l'empiètement originaire et de solliciter une réponse où il s'adapte, comme il l'a fait quand il était tout bébé. Même si ces patients ont des secteurs de fonctionnement névrotiques, c'est à une part d'eux-mêmes très archaïque donc, que nous avons à nous adresser pour les remettre en mouvement et pour que s'engage en eux un processus évolutif qui les dégage de cette impasse dans une trop grande stabilité de lieu. Je vous remercie. C'est bien dépassé. Donc, effectivement, très bel exposé qui nous rappelle surtout que finalement,
qu'il est très, très, très intéressant d'être quand même à l'écoute de nos propres éprouvés et de savoir ce qui vient de soi et de l'autre, même si ce n'est pas toujours simple. En tout cas, voilà, je vous avais vraiment rappelé tout au long de la conférence que la question du transfert et du contre-transfert était quand même assez centrale, quelle que soit d'ailleurs notre position. Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir des interventions, des interrogations, parce que on va pas pouvoir céder à l'envie quand même d'avoir quelques solutions magiques. Ça serait vraiment bien. Voilà. Bon, on fait passer les micros. N'hésitez pas à intervenir, à évoquer quelques situations. Je sais que dans les établissements, il y a toutes les situations existent, tous les profils. Ce qui nous interroge toujours, c'est cette multiplicité des situations. Et là, vous proposez un point commun à partir duquel on peut penser les choses. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc je pense qu'on va avoir des interventions. N'hésitez pas, nous avons 2 interventions. Bonjour, merci pour cette conférence. J'aurais voulu savoir quels étaient les éléments qu'on pouvait avoir pour détecter une phobie scolaire au sein d'un établissement. Pour détecter. Alors, c'est vrai que j'ai parlé des phobies scolaires graves, là. C'est-à-dire, de toute façon, vous ne pouvez que le détecter puisqu'ils ne viennent plus en cours. Et que les solutions en première intention, comme le PAI, échouent largement. C'est vrai qu'il y a des... Je ne sais pas si on peut les appeler phobies, mais en particulier, après le confinement, il y a eu une expansion, enfin c'est vous qui me le direz, parce que vous le savez mieux que moi, de anxiété scolaire, on pourrait dire, je ne sais pas. En tout cas, des jeunes qui ne veulent plus y aller, qui ont l'impression que l'école a perdu un peu son sens, parce qu'ils ont vécu des choses vraiment très bizarres pendant le confinement. Donc ça a troublé leurs repères et leur rapport à l'école. Donc il y a toutes sortes de jeunes qui ne veulent plus trop y aller et qu'un PAI peut aider. Moi, je dirais que quand ça ne marche pas, qu'ils n'arrivent pas à revenir, on est dans la phobie scolaire tout simplement. Alors, il faut qu'il y ait de l'angoisse. Comment savoir s'il y a de l'angoisse ? En fait, là, je reviens au tout début, quand on a commencé à parler de la phobie scolaire, dans les années 1930, on l'opposait à l'école buissonnière. Donc, il y a toujours cette dialectique, en fait. Les décrocheurs qui le feraient par désinvolture, et puis les phobiques qui le feraient par angoisse. Des fois, ça se mélange un peu, parce que les angoissés préfèrent dire que c'est par désinvolture. Bon, mais disons, si on cherche à faire la différence, il faut quand même trouver de l'angoisse qui empêche d'y aller. Et l'angoisse, ils ne la ressentent pas toujours en tant que telle, elle est exprimée dans le corps. C'est-à-dire un ado ou un grand enfant qui a systématiquement mal au ventre au moment de partir à l'école, qui se sent bloqué, qui vomit. Bon, voilà. Là, on est dans l'angoisse clairement de nature phobique. Est-ce que ça vous va ou... Oui. Merci. Après, le dépister avant que ça arrive, là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible parce que souvent, c'est brutal. Merci pour votre conférence. La question du rythme est au centre de votre recherche. Je voulais savoir quels apports le travail autour de la rémanence du rythme cardiaque de la mère au moment de la conception et l'analyse qu'aurait pu peut-être en faire Marcellus. Comment vous croisez avec vos propres recherches. Vous pouvez expliquer ? Alors, ce que j'en sais, parce que j'en sais peu de choses, finalement, je pose une question, mais en espérant obtenir une réponse qui me nourrisse également. D'après ce que j'en ai compris, c'est que le rythme cardiaque du naître, en fait, qui n'a pas de couleur affective, ce qui est très neutre, impacte le nourrisson dans la trace sensorielle au-delà de la naissance. Il y a ce rythme
Enfin voilà, c'est une trace. Alors, vous parlez de Marcelli, donc je connais rien à cette histoire de rémanence. Mais ce que je connais de Marcelli, qui s'est beaucoup intéressé sur les rythmes, c'est la distinction micro-rythme, macro-rythme. Parce que c'est hyper compliqué les rythmes, là j'ai complètement simplifié. C'est-à-dire qu'il y a le rythme de la mer qui est le macro-rythme. En gros, c'est des caricatures, hein, mais c'est pour qu'on s'y repère. La mer, elle donne le macro-rythme, c'est le rythme des repas, des tétés, des soins d'hiver. C'est quelque chose qui est régulier. Et puis, il y a les micro-rythmes, qui sont plus du côté du père, du jeu, qui, eux, vont faire des interférences, comme le jeu de la chatouille, où là, le rythme, il change. Il s'accélère ou il se ralentit. Et c'est ça qui va permettre d'investir le rythme. C'est qu'il n'est pas complètement attendu. C'est qu'il n'est pas automatisé, en fait, à la différence d'un rythme mécanique. Voilà, donc lui, il a croisé tout ça et dans une réflexion très intéressante. Mais voilà, après, je ne sais pas que faire de cette rémanence du rythme cardiaque. Je voulais vous parler d'une situation, enfin, vous solliciter un peu sur une situation précise qui vous concerne là, dans une école. Alors, notamment parce que vous avez parlé de ce noyau autistique, enfin, quelque chose que je n'avais pas envisagé. La situation, c'est celle d'une jeune... Alors, c'est dans une école. Hein. La jeune fille... la maman fait une démarche auprès du CRA, donc du Centre Ressources Autisme, au moment où elle nous dit aussi, la maman, qu'elle découvre son propre autisme, ce qui la met à mal dans son quotidien, la maman, enfin, du côté d'un ralentissement, enfin, c'est compliqué pour elle de faire les démarches tout en les faisant. Et alors la jeune fille, elle arrive dans l'école l'année dernière, elle vient d'une autre école. C'est visiblement une enfant extrêmement brillante qui attrape très facilement n'importe quoi, elle apprend le piano toute seule, enfin vous voyez, bon, donc on est tout de suite sollicité par rapport à un aménagement du côté d'une présence à l'école pour aider du point de vue des compétences sociales et pas des apprentissages. Ce qu'on entérine. Et l'année dernière, ça fonctionne. À la rentrée, on maintient ce dispositif, elle est maintenant en CE1, et là, c'est en train d'échouer. Les parents sont en train d'envisager un enseignement à domicile. Du coup, ma question, c'est est-ce que là, je reste sur le strict diagnostic d'autisme qui n'est pas encore posé, et que la pathologie centrale, c'est ça, et que c'est ça qu'il faut avoir en tête et que donc du coup la phobie scolaire, si on la nomme comme ça, serait complètement secondaire. Enfin, moi pour l'instant ce que j'ai dit c'est peut-être qu'en effet pour cet enfant c'est devenu trop et qu'en effet c'est adapté, qu'elle ait une pause, enfin voilà, je ne sais pas, il va y avoir une équipe éducative à laquelle je ne serai pas, c'est les acteurs. Mais la question c'est du diagnostic différent. Enfin, voilà, est-ce que voilà, on se focalise sur l'autisme et on dit bon, il y a des conséquences secondaires de ce côté-là, et du coup, bon, voilà, la phobie scolaire, c'est pas vraiment la question. Ou est-ce qu'on raisonne autrement? Voilà, c'est ça ma question. Ouais, la question est quand même bien difficile. Hein. Elle est bien difficile. En tout cas, je ne sais pas où se situe la limite, et peut-être que c'est un continuum, et que du coup, voilà, où mettre la limite. En tout cas, elle a la chance d'investir très bien les apprentissages. C'est une super chance qu'elle a. Et c'est ce qui fait que même les autistes peuvent réussir un cursus quasi standard, hein, sans avoir besoin d'être dans des filières spécialisées. C'est un peu comme ça que je raisonne. Voilà. Aux enseignants, bon, bah, elle n'a peut-être pas besoin d'école pour réussir. Oui, ou alors elle peut rester à l'école, peut-être justement avec un aménagement pour qu'elle puisse se reposer. Parce que, en fait, il y a forcément une fatigabilité énorme chez ces jeunes et qu'on retrouve chez les phobiques scolaires.
C'est-à-dire que la relation sociale, pour s'adapter, alors les phobiques, ils y arrivent très bien, s'adapter, les vrais autistes, ils n'y arrivent pas du tout, mais dans les deux cas, ils font un effort considérable pour ça, et donc ils sont épuisés, mais un épuisement qu'on n'imagine pas, tellement ils sont écrasés de fatigue. Donc peut-être elle, vu qu'elle est brillante, juste l'alléger. Mais justement, c'est ce qu'on a fait, mais là, ce que disent les parents, elle est pas du tout, elle est là l'après-midi, pas du tout face aux apprentissages. Et là, ce qui se passe, c'est que la maman nous dit, justement, elle nous dit cet épuisement de l'effort que ça réclame pour elle. On a proposé, à savoir être à l'école pour voilà, booster un peu ses compétences sociales. Ça devient trop, ça semble devenir trop. Et donc les parents, là, sont sur le point de la retirer complètement de l'école. Alors là, il y a peut-être quelque chose à travailler avec les parents, c'est ça, c'est la dimension qui manque. Comment ils se positionnent par rapport à cet enfant qui a l'air très doué, qu'est-ce qu'eux, ils surinvestissent, vous voyez, pour qu'elle puisse pas... Déjà, c'est bizarre puisqu'elle est fatiguée, qu'elle n'y aille pas le matin et qu'elle se repose l'après-midi. Ben, c'est-à-dire que c'était face aux apprentissages fondamentaux, comme disent les écoles. Et donc, elle n'a pas besoin d'être à l'école par rapport aux maths, par rapport au français. Elle fait ça avec sa maman. Oui, mais là, c'est paradoxal, l'école qui propose de se priver des apprentissages fondamentaux. Ça met dans des situations paradoxales, mais c'est bizarre. Parce que vous n'êtes pas là pour la socialiser, vous êtes là pour lui apprendre. Oui, mais face à la demande de la maman, c'est vrai qu'on a accepté cette demande. Et oui. Ça vous paraît être une erreur? Ben, j'en sais rien, mais en tout cas, je sens que la mère est très compliquée et que c'est là qu'il faut axer le travail. Merci. Merci pour la conférence. Je voudrais juste vous faire part d'une situation, c'est quelqu'un qui me racontait, donc une jeune fille qui, après les vacances, elle était en 5e, après les vacances, les grandes vacances, donc le sujet dont vous parliez, la rupture, donc d'un seul coup n'a plus voulu aller au collège et qui a passé son année de 4e chez elle, donc en phobie scolaire, avec la chance quand même d'accepter et de bien fonctionner avec des cours par correspondance. Donc c'était quand même une grande chance. Et après, j'ai appris pour la rentrée en 3e que la rentrée s'était faite, avec un peu d'angoisse, certainement, et de stress, mais avec une phrase qui m'a laissé un peu dubitative. Assez rapidement, la jeune fille a exprimé son retour, et puis le fait qu'elle était finalement bien là où elle était, elle a expliqué les choses en disant, en fait, c'est un miracle, il s'est passé un miracle. Que pensez-vous de cette phrase? Je suis d'accord avec elle. Que dire à la maman qui a entendu ça et puis c'est illustrant vrai. Disons que c'est pas très fréquent. Enfin, qu'ils arrivent à reprendre, oui, ils arrivent souvent à reprendre, mais ça se délite à nouveau progressivement. Souvent, c'est ça. Là, ça fait quand même plusieurs mois. Donc voilà, de toute façon, on n'y comprend pas grand-chose. Hein. Donc les parents ne peuvent pas être complètement soulagés. Non. Non, il faut qu'ils restent un peu vigilants quand même. Bonjour, merci beaucoup pour votre précieux partage. Alors je suis pour ma part enseignante en Ulysse Collège et il m'arrive d'avoir des élèves qui ont tous les signes d'une phobie scolaire. Et je voulais vous poser une question par rapport au positionnement de l'enseignant, par rapport au moment où on sent que l'élève va replonger. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on lui manifeste l'importance de tenir bon, de rester, ou est-ce qu'on le laisse se replier dans sa tanière? Ben, je pense que ce qui est important, ce que je disais à la fin, c'est que chacun garde son rôle. Et que donc l'enseignant, lui, il insiste, hein, il n'a pas à lâcher l'affaire. Vous voyez? Merci. Je pense que voilà, l'enseignant, il tient son cap, et son cap, c'est de venir en cours, d'apprendre tant que c'est possible. Et c'est aux parents d'être un peu souples et puis de voir avec le psy. Surtout que ce sont des jeunes qui sont très sensibles à l'autorité, donc pour eux, c'est très... ce que dit l'enseignant est très important pour eux.
C'est vraiment une parole qui compte. Souvent, quand ils sont hospitalisés dans des lieux un peu où il y a des soins et des études, ils vont être très charmants avec les enseignants, ils vont faire ce qu'il faut, ils vont bien travailler, ils vont être aimables, tandis qu'ils vont être odieux avec les soignants, ils vont être dédaigneux, pas répondre. Vous voyez, il y a quelque chose de la figure de l'enseignant qui compte beaucoup pour eux et qui est très importante, paradoxalement. Non. Oui, merci. J'aurais aimé savoir si vous faites un lien ou si les études existent à ce sujet pour faire un lien entre donc, la phobie scolaire et le burn-out, le fait d'être épuisé par le travail scolaire, le stress. Par le travail scolaire, vous dites ? Oui. On a quand même pas mal d'élèves dans ce cas-là qui se sentent sous pression ou sont sous pression, soit parce qu'eux-mêmes s'y mettent, soit parce que la famille, soit parce que l'école, enfin, voilà, ça peut être très variable, cette pression-là, mais elle existe, et voilà, j'aurais aimé savoir si vous faites un lien avec la phobie scolaire. Disons que j'ai eu des patients comme ça qui effectivement vont plus à l'école parce qu'ils sont épuisés, déprimés quand même. Hein. Mais pour moi, c'est pas de la phobie scolaire en tant que telle. C'est plus du registre de la dépression là, du coup. Est-ce que ça peut pas le devenir ? C'est-à-dire que, étant épuisé, à un moment, je ne veux plus, quoi, je refuse. Alors, disons que formellement, ils vont plus à l'école quand ils sont épuisés. Du moins, si on est bienveillant avec eux et qu'on sent à ce qu'ils soient déprimés, à ce qu'ils ne soient pas en mesure d'y aller. Mais si on respecte ça, qu'ils sont vraiment plus en mesure d'aller, qu'on les laisse prendre le temps, récupérer et revenir à leur rythme, pour moi, ça marche. Disons que si l'épuisement est avancé, il faut du temps pour... Il peut falloir beaucoup de temps. Une semaine ou 2 semaines de vacances ne vont pas suffire. Non. Et du coup, ce temps-là, on leur donne rarement. Ah ben si on ne leur donne pas, c'est un problème. Mais si on leur donne, si on les laisse récupérer... Oui, mais si on ne leur donne pas, est-ce que ça peut... Ah ben là, expérimentalement, on crée une situation de mal-être. Donc après... Mais l'idée, c'est de leur donner, même de les traiter par antidépresseurs, souvent. Non, mais sans qu'ils soient dépressifs, juste... Enfin, on n'est pas forcément dépressif. Si on arrive à de l'épuisement, c'est un peu si. Disons que sur un plan psychopatho, le burn-out, c'est une dépression. L'épuisement, on n'épuise pas. Normalement, on se ressource, on ne s'épuise pas. Donc, quand on s'épuise, c'est qu'il y a quelque chose qui lâche quand même. Et c'est du registre de la dépression. Ou alors, dans les fonctionnements un peu autistiques, comme on parlait tout à l'heure, et ça peut se rejoindre d'ailleurs, où là, toutes les relations sociales sont très, très épuisantes. Et là, c'est plutôt en fin de journée qu'ils sont épuisés. Bonjour, moi je voudrais revenir sur la fin de votre intervention. Vous indiquez que les psys ne doivent pas se mêler de la chose scolaire, ce qui me semble très intéressant et assez contradictoire avec ce qu'on observe dans les établissements. Nous recevons des certificats médicaux qui expliquent que tel élève ne doit plus aller en cours d'espagnol. Voilà, des choses qui nous semblent du coup être le contraire de ce que vous préconisez. À l'inverse, on a quelquefois le sentiment d'être amené à se mêler de la chose médicale alors que nous n'avons pas compétence, donc c'est aussi très délicat, puisque pour le coup, les PAI nous enjoignent de faire des aménagements d'emploi du temps, donc vous dites vous-même qu'ils ne sont pas très efficaces, et on le constate, pourtant on a des demandes de plus en plus nombreuses. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que se pose pour nous la question de la déscolarisation, la conviction souvent que le soin doit passer avant, et l'observation que des familles ne choisissent pas le soin d'abord, mais sont attachées à la présence en classe en rejetant l'idée du CNED, par exemple, ou en pratiquant une espèce de nomadisme médical qui fait que le docteur X trouvera la solution que le docteur Y n'a pas trouvée, etc. Et on voit des situations qui deviennent réellement problématiques avec des élèves qui sont dans cette
dans ce non-accompagnement médical sérieux, même s'il y a de temps en temps des consultations, et dans une déscolarisation de plus en plus marquée. Bah oui, je ne sais pas quoi vous répondre parce que je suis navrée comme vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un psy ne peut pas dire qu'un élève ne doit pas aller à un cours d'espagnol. On n'a quand même pas à se mêler des matières. On fait ça tout le temps. Mais non, mais ça ne nous regarde pas en fait. C'est l'organisation des établissements. Et donc, comme les parents s'appuient sur ce certificat médical, quand on résiste à cela en disant ça n'est pas de la compétence du médecin, du coup, on a plus de mal à travailler avec la famille pour aider l'élève. C'est plus compliqué. Je vais juste intervenir. Là, je vais prendre ma casquette d'inspectrice éducation nationale avec des services de psychologues de l'éducation nationale, puis elles sont nombreuses là, et directrices de CI aussi. On parle bien de l'espace du champ thérapeutique, c'est-à-dire du champ du soin. Quand on parlait, les psys n'ont pas à se mêler de l'école, parce qu'il y a des psychologues dans l'éducation nationale. Alors, du coup, ça va être un peu compliqué pour nous, là, voilà. Non, pardon, On peut trop savoir où se mettre. Bon, voilà. Mais en tout cas, on est bien d'accord qu'il y a quand même beaucoup de communautés éducatives ici, mais en tout cas, on parle bien du champ des psychologues qui sont dans le registre du thérapeutique. Et puis nous, psychologues éducation nationale, je suis désolée, je peux pas, je suis obligée de prendre aussi cette casquette, du champ de l'éducation nationale, des psychologues de l'éducation nationale qui travaillent à faire l'interface, et qui analysent la situation scolaire au regard d'une culture et d'une posture aussi de psychologue au sein de l'éducation nationale. Mais on n'est pas dans le cadre thérapeutique quand on est à l'intérieur de l'école. Alors, mais bon, ça, ils connaissent mes collègues. Merci. On parlait des médecins. On est bien d'accord, mais c'est juste que je voulais, je ne pouvais pas ne pas le dire. Monsieur Grébert, psychiatre. Oui, alors, plusieurs réactions ou plusieurs questions. Alors, je fais partie de ces médecins, éventuellement, qui vont faire un certificat, qui vont se dire... J'aurais des ennemis dans cette salle. Non, pas du tout. Qui vont se dire, la réunion de PAI, alors il y a eu une réunion, il y a eu une autre date de réunion, on s'est arrangé pour y aller, mais on connaît la pénurie de pédopsie. Et puis il n'y a plus de réunion derrière, alors on se dit dans ce rythme-là, des réunions, même si elles sont espacées tous les mois, toutes les 6 semaines, il peut se passer quelque chose autour de ça. Je trouve intéressant aussi d'entendre un adolescent dire non, je ne peux vraiment pas aller au collège, je ne peux vraiment pas aller à la cour. Ah non, on ne regarde pas pour le CNED, non, on n'ouvre pas la page CNED. Oui, alors si vous faites un courrier pour le CNED, je retourne au collège demain. Je préfère. Bon, première question. Mais est-ce qu'il y retourne vraiment? Ça, c'est un autre débat. Mais dans l'idée de peut-être faire bouger les lignes et comment les lignes peuvent bouger, avec ce souci effectivement d'un rythme, de réinscrire du rythme, et des réunions régulières de PAI, ça fait du rythme. Mais on se rend compte qu'on est épuisé parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? On y est allé, on a réussi à y aller une fois, et derrière ça ne suit pas, ça ne reprend pas, ça se délite, ça tombe. Y compris le fait de dire, de toutes ces petites sorties, ne serait-ce que pour aller dire bonjour à quelqu'un devant la porte du collège, etc. Mais on n'a pas au sein d'un service des éducateurs, éducatrices pour régulièrement venir chercher à confiner, comme vous faites de la visite à domicile, et on rentre pas dans la chambre, etc. Ma question initiale, en fait, était, vous disiez, l'hospitalisation va permettre quand même de bouger quelque chose, de modifier quelque chose. Alors, encore faut-il pouvoir la faire. Combien de temps dure-t-elle? Avec quels moyens au sein de l'hospitalisation? Là, je parle en termes d'hospitalisation temps plein. La place des hospitalisations de jour, avec aussi l'idée du rythme de rencontre avec les différents thérapeutes. Voilà, ces questions-là. Autre question encore. La place des écrans et de cette socialisation, de cette
pseudo-socialisation de ce prétexte. Et autour de ça, la question dont on entend beaucoup parler de nos temps, du sommeil des adolescents, qui serait très, très, très spécifique, avec un cerveau très particulier, etc. Donc, qui expliquerait leur décalage de phase. Alors, sur les réunions PAI, là où je travaille, à Paris, il n'y a pas de réunion PAI. Donc, si effectivement vous travaillez avec des établissements qui peuvent en organiser régulièrement, effectivement, c'est super, ça vaut la peine. Pour moi, les PAI, c'est un papier qu'on nous donne, il y a des petites croix à cocher, on signe, et puis voilà, tout le monde est content. Je parlais de ça. Mais scandé par des réunions qui impliquent le jeune, évidemment, ça c'est formidable. Sur l'hospitalisation, donc, déjà il faut hospitaliser dans des lieux qui connaissent cette problématique. Finalement, il n'y en a pas tant que ça, qui la connaissent vraiment et qui ont le temps. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que l'ado arrive et que très vite à l'hôpital, il va bien. Il est hyper adapté, il se fait des potes. Alors, il ne parle pas trop aux soignants, surtout pas en individuel. Mais par contre, il va dans les groupes à médiation. C'est un bon patient, entre guillemets. Donc, les lieux qui ne connaissent pas trop disent « Bon, ben voilà, ça va mieux, il peut sortir. » Et il ne se passe rien. Par contre, ceux qui peuvent garder longtemps et faire un travail vraiment de la transition, travailler la sortie, en fait, et idéalement en passant par un hôpital de jour après le temps plein. Là, on a des chances que ça marche et de l'aider vraiment à repartir. C'était un peu le sens de ma question, avec le sentiment que faire de l'hospitalisation longue pour les adolescents aujourd'hui, matériellement, techniquement, les moyens manquent. Mais il y a quelques lieux. On va avoir une intervention là-bas. Je vous demanderai de vous présenter, en fait. Bonjour, Bernard Palachin, principal du Collège Anatole France à Tours. Merci pour votre conférence. Merci surtout pour le discours qui est déculpabilisant. Parce qu'en fait, effectivement, comme vous l'avez souligné, j'ai bien noté ça, les familles veulent faire porter la culpabilité sur les établissements. On n'aménage pas, alors que bon, ça fait 25 ans au moins que j'ai connaissance de situations de phobie, de refus scolaire, et que j'ai bien pu constater d'expérience que rarement, voire quasi jamais, les aménagements ne découlent sur une résolution du problème. Aménagement, changement d'établissement, etc. Après, comme l'a dit tout à l'heure la collègue, parfois on assiste à un miracle. Mais ça n'est jamais qu'un miracle. Donc merci pour ce discours déculpabilisant. Notre souci, c'est que nous et les collègues enseignants, bien souvent, ont cette culpabilité parce qu'ils savent l'urgence de la réussite scolaire et que chaque année manquée, chaque cours manqué rapproche l'élève de l'échec. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à vivre pour les enseignants. Alors on va effectivement subir de plus en plus les injonctions d'une scolarité à la carte et comme le disait Anne, tout à fait, un médecin qui dispense l'espagnol, des parents qui dispensent de PS, enfin c'est tout et vraiment n'importe quoi. Alors face à ça, donc on voit bien qu'on doit tenir bon, parce qu'il faut qu'on ait un discours, et c'est en ça où nos psychologues scolaires, qui sont généralement toujours associés à ces rendez-vous de PAI, pourront porter ce discours-là en disant que non, il ne faut pas qu'on aille vers des aménagements de la scolarité. Pour autant, si on ne va pas vers des aménagements de la scolarité, on risque, comme vous l'avez dit vous-même, de perdre tout à fait l'élève, c'est-à-dire qu'il finit par ne pas venir. Si nos contraintes sont trop importantes, l'objectif est trop difficile à atteindre. Donc comment se positionner vis-à-vis de ça? Ça, c'est ma question en fait. Alors je pense que sur les aménagements, vous avez raison d'en proposer, en tout cas les PAI, tout ça, parce que il y a le proposer, c'est très bien, mais après il ne faut pas trop y croire, c'est juste ça. Et en fait, c'est surtout du côté du soin que ça se passe. Il faut que nous, on se dise, non, là, il y a une parenthèse sur la scolarité. C'est pas, nous, on fait ce qu'on peut, mais à l'impossible, il est tenu, et voilà où on va fixer nos limites. Exactement. C'est ça. Accepter d'être un peu impuissant, parce qu'on l'est tous beaucoup.
Merci. Oui, je vais juste en profiter le temps que ça circule pour dire, parce qu'effectivement c'est ce que j'avais envie de dire, il ne faut pas que ça nous empêche de faire des choses ou de tenter des choses, parce que je me dis que c'est à condition qu'il y ait un cadre, enfin un espace thérapeutique également derrière, parce que quelque part j'ai l'impression que ça nous permet de gagner du temps, mais le but, enfin, il s'agit vraiment de ne pas être dupe. Pour autant, il ne faut pas avoir ce discours de on fait quelque chose mais ça ne servira à rien, parce qu'après tout on ne sait pas. Voilà. Et puis je me dis surtout que l'important c'est pas nous qui le met en échec l'adolescent. C'est pas à nous d'être déçus parce que ce qu'on aurait trouvé d'absolument génial n'a pas marché. Je crois que c'est ça aussi le noyau des choses. C'est pas une remise en cause d'une certaine autorité, etc. Voilà. Donc je pense que voilà, ce sont des outils qu'on utilise parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre face à, effectivement. Pour autant, ça reste quand même des choses à tenter, à essayer, à condition que ne pas être qu'il y ait un accompagnement thérapeutique, parce que c'est ça qui marche, mais sur du long terme, ne pas lâcher, et voilà, mais effectivement ne pas être dupe, même ne pas être déçu de tout ce qu'on aura pu essayer de mettre en place malgré tout. Enfin, il me semble. Oui. Voilà. Du coup, moi c'est Ambre, je suis éducatrice sur un foyer mixte, protection de l'enfance, et on a un cas justement qui est vraiment celui-ci, phobie scolaire, où on a une jeune qui s'est même fait exclure d'un bâtiment, Bahut quand même. Donc elle a été rescolarisée dans un autre Bahut juste à côté. Et on sent bien en fait qu'elle lâche déjà, alors que ça fait à peine une semaine que les cours ont commencé, refus d'aller en cours, on ouvre le bus, on met du temps le matin, donc c'est très compliqué, même le fait de carrément sécher les cours, aller au stade avec les copains, voilà. Donc en même temps on a cette angoisse, et en même temps ce que vous disiez, j'ai perdu le mot, mais comme si voilà un peu rebelle entre guillemets, où non, c'est pas vraiment l'angoisse, donc voilà, donc on est face à une situation un peu complexe, et je me posais la question, comment rester dans un cadre où on accompagne tout en justement ne pas tout aménager, et en même temps aménager quand même des choses, quoi. Ben, en tout cas, vous avez perçu qu'il y avait de l'angoisse. Et ça, c'est important parce qu'elle répond plutôt par le rejet. Elle va plutôt dire qu'elle n'aime pas plutôt qu'elle a peur. Oui, alors ça dépend en fait des moments. Il y a des phases où elle va bien parler, elle va justement exprimer qu'elle est en angoisse, que si elle sèche des cours ou qu'elle n'y va pas, c'est qu'il y a quelque chose. Et en même temps, des fois, il y a des refus de parler, parce que quand on demande justement qu'est-ce qui se passe, et qu'on rentre dans cette question en fait, de mal-être, elle ne sait pas forcément l'exprimer, voilà. Hormis dire qu'il y a quelque chose. Ben, l'important, c'est que vous entendiez en tout cas toute la dimension d'angoisse, et peut-être que vous rappeliez ça quand elle est juste dans des passages à l'acte, où elle sèche, elle se fait exclure. Voilà. Après, elle est quand même en mouvement, cette jeune fille. Oui. Donc c'est plutôt bon signe, parce que malgré tout, elle va faire du sport, même elle fluctue dans sa manière d'être avec vous. Oui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'accord. Oui, parce que des fois, c'est un peu compliqué, oui. Ce changement où on peut être face à une jeune ado super, vraiment très très chouette, et en même temps une ado qui peut être extrêmement insolente à certains moments, en crise. C'est vrai que des fois c'est un peu déroutant. On a deux phases où il y a des discours d'ailleurs qui sont vraiment dit mais si je vais y aller en cours, c'est bon, et en fait le lendemain pas du tout, quoi. Donc, mais quand elle le dit, elle y croit vraiment. Je pense. À deux reprises, vous avez dit que le retour à l'école est difficile, vous avez parlé que ça se débutait quand l'élève est revenu. À quel moment ça s'arrête? Et parce que voilà, on recommence, et quel impact
impact sur la vie d'adulte derrière? Ah oui, ça c'est une bonne question. Ouais. Très bonne question. C'est un peu triste en fait. Hein. Donc j'ai évité de m'attarder là-dessus. Les études qui ont été faites, je vous ai dit, je pense décourager un peu les personnes qui s'y intéressaient parce que c'était vraiment pas fameux le devenir. Donc, alors pareil, pour les phobies scolaires graves, hein, pas partout, pour tous les jeunes qui en ce moment décrochent, il ne faut pas non plus... mais ceux qui vraiment restent enfermés chez eux, qui essaient de revenir et puis qui réarrêtent, il y en a qui font ça tous les ans. Hein. Tous les ans, ils reviennent 1 semaine, 2 semaines, 3, et puis ils arrêtent à nouveau. Ils passent les classes à la faveur de l'âge. Ceux-là, en général, dans leur vie adulte, soit il reste des signes un peu de difficulté dans le lien social. Ils peuvent trouver un boulot, mais ça sera toujours très en deçà de leurs compétences. Voilà, il y a quelque chose qui ne se déploie pas. Après, on en a quand même quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité, qu'on arrive à accompagner dans un retour quand ils ont leur bac. Alors ça peut être par toutes sortes de dispositifs plus ou moins farfelus. Les études secondaires sont moins dures pour eux. Les études supérieures, pardon. Il y a toujours des phénomènes de phobie, surtout quand ils doivent rendre leur mémoire ou rendre quelque chose de personnel. Mais la fac, les écoles, en général, ça passe mieux. Donc une fois qu'on a passé ce cap, on est déjà un peu plus confiant. Même si il faut être toujours vigilant parce que ça peut les prendre. Moi j'en ai une par exemple, au moment de rendre son mémoire en droit, de criminologie, elle a complètement bloqué. Elle est restée enfermée chez elle, elle n'a plus pu du tout répondre à la demande scolaire. Et ça a pris des années pour qu'elle reprenne des études. Et finalement, maintenant, elle est CPE. Donc, elle est quand même retournée dans un établissement. Elle ne travaille pas sur Tours. Hein. Alors, une intervention et puis on va clôturer. Alors, c'est pas tout à fait une intervention, c'est juste je me suis sentie interpellée par rapport à la question de la remarque qui a été faite tout à l'heure, et je me posais l'action de la mettre en perspective, c'est la notion d'urgence de réussite scolaire. Est-ce qu'il faut se positionner dans cette perspective-là? Alors merci parce que c'est vraiment un point important. La première chose, et là je pense qu'on est beaucoup de psy à être d'accord, c'est qu'on prend le temps, on dit aux parents qu'il faut prendre le temps, l'ado lui il le prend tout seul. Hein. Mais justement de ne pas être dans l'urgence et d'oublier ça, d'oublier la question de la réussite, des années qui passent. Parce qu'après tout, quand ils raccrochent, s'ils ont 2 ans de retard, c'est pas grave en fait. Mais c'est une des premières choses qu'on dit aux parents quand on travaille un peu avec ce profil d'adolescent, c'est ça va durer longtemps, il faut vous y préparer et il ne faut plus être pressé, là c'est fini, tant pis. Tant pis s'il loupe des contrôles, s'il loupe son année, s'il en loupe 2. Voilà, donc retirer le paramètre urgence, quoi. Bien. Non, on arrête. Faut qu'on arrête là. Voilà, je vois le temps défiler et non, on est obligé de border un petit peu. Alors, oui, j'ai une question qui va nous concerner, en tout cas le projet associatif. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner si, à tout hasard, le projet de micro-lycée venait à s'ouvrir, enfin ce retour, après 8 ans de combat,
quels seraient les conseils pour une structure qui peut... On a quelques pistes, hein, on a déjà un petit peu réfléchi, mais bon. Quels seraient vos conseils pour justement pouvoir accueillir ce public-là? Je me souviens de certaines discussions en disant on ne va pas faire une classe RSA parce que je pense qu'on ne va pas y arriver. Mais voilà, quelles idées avez-vous? Sinon, on vous fait revenir. Là où je travaille, à Sainte-Anne, enfin dans un CMP pour adolescents, on est à côté d'un micro-lycée et on est très en lien avec eux. On a une convention d'ailleurs. Alors je ne sais pas, moi, c'est difficile de vous donner des conseils parce que c'est votre job en fait. Et que, moi, je peux parler qu'en tant que psy et je n'ai pas envie de donner des conseils aux pédagogues. Mais eux, ce qu'ils font, ils ont quand même un psychologue qui est sur place et qui travaille avec nous, c'est-à-dire il vient nous raconter les situations compliquées, il peut nous envoyer, même si ce n'est pas de notre secteur, des cas difficiles. Voilà, d'avoir un interlocuteur psy pas trop loin, parce que c'est vrai que c'est des jeunes, ça pourrait être, je ne sais pas vous ce qui vous attend, mais eux, c'est quand même quasiment un hôpital de jour, hein. Sauf qu'il n'y a que des profs, alors tous de grande bonne volonté, mais quand même, c'est pas facile pour eux. Ils sont sans cesse soumis à des choses particulières, avec des jeunes qui sont dans des liens avec eux où ils les mettent aussi à mal, hein, qui testent la relation comme ils feraient avec un psy, sauf que c'est un prof. Voilà. Donc d'avoir quand même des interlocuteurs repérés, possibilité de travailler avec des soins, pas forcément dedans, parce qu'on travaille aussi avec le PIL, Polyinnovant lycéen, eux ce sont des secondes, mais c'est le même type de fonctionnement, sauf qu'ils n'ont pas de psycho à l'intérieur. Tout est externalisé et ça fonctionne bien aussi. Mais ils ont la maison Solène, ils ont nous, enfin ils savent à qui s'adresser très vite et très efficacement, quoi. Effectivement, c'est le projet associatif, c'est qu'il n'y ait pas de psy à l'intérieur, mais qu'on travaille très très bien en continuité, en cohérence avec les services de soins, parce que chacun son travail, mais effectivement, en continuité, en contenance, ça nous semblait important. Après, sur vous, vous avez compris que sur l'organisation de votre temps, il ne faut pas de coupure rythmique, donc oubliez les vacances scolaires, et tout se passera bien. Non. Quand on en sera à recruter, on verra. Bien, je vais vraiment vous remercier pour cette intervention très très riche et très vraiment un enseignement et une ouverture aussi sur, je pense aussi la compréhension des autres élèves, parce que ce que l'on peut voir avec un public cible très particulier aussi peut nous donner des pistes de travail avec les autres élèves, hein, parce qu'il y a de tout. Donc voilà, cette question d'être bien à l'écoute du transfert et des contre-transferts. Je vous remercie tous d'être venus et puis voilà, à la prochaine conférence. Merci à vous.